Comme vous savez, les équations, au niveau de la recherche, on ne cherche pas à les résoudre, c'est-à-dire à donner la solution, mais on cherche à étudier les solutions, c'est-à-dire que la solution elle a telle et telle propriété. Et sans conteste, le problème le plus rebelle auquel je me suis attaqué, c'était le problème de l'amortissement Landau. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui m'a valu la médaille Fields, entre autres. Et ça a été 2 ans et demi de lutte acharnée avec le problème. On était 2. La recherche est toujours collaborative. Hein. On était 2. Et on est passé par plein de stades. On est passé par... on a fait plein d'erreurs. On a cru plein de choses qui, en fait, n'étaient pas les bonnes. On ne savait même pas au début ce qu'on voulait vraiment démontrer. Et puis, petit à petit, dans l'exaltation, on a surmonté tous les obstacles. Et j'ai raconté ça dans un ouvrage grand public où je me suis dit... je ne vais pas raconter le problème mathématique ou la solution mathématique, mais je vais raconter les aventures qu'il y a derrière. Parce que c'est une vraie aventure, la recherche, où on se bat corps et âme contre le problème. Et alors j'ai raconté tout ça, les voyages, quand j'étais aux États-Unis, à Princeton. Ça s'appelle Théorème vivant. C'est chez les éditions Grasset. Et le public a été enthousiaste parce que c'était un autre genre que la vulgarisation scientifique. Ça insistait sur l'aspect humain et l'aspect et les aventures qu'il y avait derrière la recherche, avec les erreurs en particulier. Ils ont peur des maths. Ils pensent que souvent ils pensent que ça ne sert à rien, alors que les études récentes économiques montrent que pour les pays les plus développés, la recherche mathématique représente à peu près 1/6 de la valeur ajoutée. En France, en Angleterre, 1/6. Donc ça se compte en milliards et en milliards. Et alors que les plus grandes entreprises mondiales, maintenant dans l'économie, les gens comme Google ou Facebook, doivent leur réussite en grande partie à des bons algorithmes mathématiques. Donc maintenant, on ne peut plus penser que ça ne sert à rien, à l'époque où tout le monde a son smartphone bourré de mathématiques. Et ils pensent aussi que c'est quelque chose, souvent les gens pensent que c'est quelque chose de très contraignant. Tac, tac, il faut suivre les règles. Mais ils ne comprennent pas que c'est vraiment beaucoup d'imagination, la mathématique. Et trouver une preuve, une bonne démonstration, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'imagination. Et c'est quelque chose qu'on peut apprécier pourtant dès le collège, quand on a recherché sur un exercice de mathématiques, on va introduire telle chose et telle chose. Bon. Et donc on a besoin de vulgarisation et des gens pour faire partager ça. Et on voit que ces dernières années, il y a beaucoup de demandes et il y a aussi beaucoup de publications de qualité qui sortent. C'est une vraie époque intéressante pour la vulgarisation mathématique. D'ailleurs, la semaine prochaine, je serai à Vancouver pour les conférences TED. C'est très travaillé. C'est surtout des anglo-saxons qui sont invités. Il y a très peu de français, donc je suis l'un des rares français à avoir été invité et je pense que je suis le premier mathématicien à être invité dans cette conférence. Et c'est un signe aussi qu'ils s'intéressent à ces sujets. C'est très important d'en parler. D'abord, ça bouleverse les modèles économiques. On voit combien... ici, c'est un débat qui n'a pas trop eu lieu, mais dans tout l'hémisphère nord, dans tout le nord, Uber, pour remplacer les taxis. L'ubérisation, voilà, ouais. C'est un grand débat, c'est un truc terrible. J'ai dit hémisphère nord, bon, ici on est encore dans l'hémisphère nord, mais disons nord de la Méditerranée. Ouais. Donc Uber, c'est un truc terrible. Et puis, il y a le problème de la musique et tout ça, les droits d'auteur, on ne s'en sort pas, et on voit que les débats durent des années et des années sans qu'on trouve la solution. Et surtout l'ordinateur, parce que dedans je note tout, j'ai mes exposés, j'ai mon journal personnel, j'ai mes notes, j'ai mes... Donc vous avez tout ici. J'ai tout là-dedans, c'est un changement radical. Ouais.
Et ça pose aussi des problèmes en termes de respect des droits du citoyen, quoi, parce qu'il y a les données, est-ce que les données sont privées, est-ce qu'elles sont publiques, il y a les tensions au nom de la lutte contre le terrorisme dans les États, c'est partout. Il y a tellement, tellement de débats qui sont là-dedans. Donc la révolution numérique, c'est une révolution économique et technique, mais c'est aussi une révolution dans notre mode de société. Et il faut qu'on en parle, parce qu'il y a des problèmes difficiles qu'on doit aborder, des débats de société qui sont associés à ça. J'ai une admiration sans borne pour John Nash. Je ne dis pas que c'est mon préféré, mais en tout cas c'est un de ceux que j'admire le plus. Sur mon blog, j'ai mis un billet récemment pour lui, après sa disparition. Je le connais, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai travaillé sur ses articles et j'étais aussi membre du jury qui lui a décerné le prix Abel, une récompense un peu suprême de la carrière des mathématiciens. Quelqu'un qui va se concentrer sur un problème dans ses détails très fins, y mettre toute son énergie et qui aime bien les solutions basées sur des outils un peu élémentaires et construire des nouvelles techniques basées sur ces outils élémentaires. Nash aussi était un grand analyste et donc je me sens un lien de par le style avec lui. Je ne crois pas avoir de livre de chevet. Comme tout le monde, j'ai une admiration infinie pour Le Petit Prince, le livre écrit par un ingénieur. Écrit par un ingénieur. Ouais. Écrit par un ingénieur. Les ingénieurs nous ont laissé de grands livres pleins de poésie parfois. Il y a eu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, il y a eu L'Écume des jours de Boris Vian, un autre grand chef-d'œuvre de la littérature française. C'était un mathématicien qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Son vrai nom c'était Dodson, Lewis Carroll. Donc ces exemples montrent bien qu'il y a beaucoup d'imagination et de poésie parmi les ingénieurs et les scientifiques.